Il n'y a pas un peuple qui s'est plus entretué sur cette planète que les Européens. Quand on comptabilise l'histoire des guerres dans le monde, on se rend compte que les Européens se sont entretués comme jamais. La Deuxième Guerre mondiale, par exemple, à elle seule, a entraîné plus de 85 millions de morts, dont l'ultra-majorité, bien évidemment, était européenne. Et pourtant, malgré autant de tueries entre les différentes nations, malgré les querelles qui ont pu persister et d'ailleurs qui sont encore latentes aujourd'hui, les Européens sont parvenus à s'unir dans l'Union européenne. Pourquoi est-ce que des gens qui ont passé leur vie à s'entretuer ont fini par s'unir? Fondamentalement, justement parce qu'ils ne voulaient plus se battre. Pourquoi les Africains ont du mal à s'unir? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te prendre deux illustrations simples, l'une dans le domaine du business et l'autre dans le domaine du sport, pour que tu te rendes compte à quel point le manque d'unité nous fait le plus grand mal. On a l'habitude d'accuser nos dirigeants, mais comme on va le voir dans cette vidéo, beaucoup d'entre nous en réalité ne sont même pas prêts à l'union. Ce sont de beaux slogans qu'on dit de nos bouches, mais dans la pratique, dans les faits, nous sommes plus divisés que jamais. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est de loin le premier canal de formation et d'information de la communauté noire autour du business. Et puis deuxième chose, dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un quiz qui va te permettre de faire le point quant à ta gestion des finances, histoire que tu saches si tu es ou pas une passoire. C'est super important. Dans la barre de description, va remplir le quiz. Comme j'ai commencé à le dire en début de vidéo, malgré tous les antécédents et toutes les guerres, les Européens ont décidé de s'unir dans l'Union européenne, non pas parce qu'ils s'aimaient beaucoup, mais parce qu'ils ont décidé de travailler en fonction de leurs intérêts communs. Chose qui semble très difficile et très lointaine aujourd'hui en Afrique quand on observe le très fort taux d'individualisme qui peut exister. Les gens pensent essentiellement à eux et ça se voit à beaucoup de niveaux. Ça se voit au niveau des pays, ça se voit au niveau des ethnies, au niveau des tribus et même au niveau personnel. Les gens sont focus, concentrés sur eux-mêmes et pensent très peu à l'intérêt commun. Voilà pourquoi est-ce qu'il est encore très facile de diviser et de manipuler les Africains. Parce que chacun d'entre eux veut réussir seul dans son coin. Prenons un cas de figure très simple, le domaine aérien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en Afrique, on a beaucoup de minuscules compagnies par pays. Alors oui, on a deux grands mastodontes, Ethiopian Airlines et Royal Maroc Airlines, deux grandes compagnies qui se distinguent en Afrique. Mais à part elles, on va constater que les autres compagnies, que ce soit Air Ivoire, Air Sénégal, Air Congo, Camerco, ce sont toutes de petites compagnies qui ont quelques avions et qui veulent survivre par elles-mêmes. Or, on sait tous qu'en réalité, ce système-là n'est rentable pour personne. Voilà pourquoi la plupart des compagnies aériennes en Afrique perdent de l'argent parce que le domaine de l'aviation, c'est un domaine qui coûte très cher. Acheter des avions, c'est hyper coûteux. Et on se retrouve avec des pays justement qui ont 5, 10, 15 avions et avec ça, on veut compétir avec des mastodontes comme Air France qui, elles, ont des centaines d'avions par compagnie. Et pourtant, regardez bien ce que des compagnies comme Lufthansa, comme Delta, je veux dire des compagnies qui ont énormément plus d'avions et de moyens font. Ils s'unissent et créent des alliances. Vous avez des alliances au niveau des compagnies qui font que les compagnies aériennes européennes, américaines travaillent ensemble avec pour but d'être plus forts. Plutôt que d'essayer de se marcher sur les pieds, on crée des systèmes dans lesquels on s'allie et on ne se fait plus la guerre. Du coup, on va se rendre compte que, par exemple, pour la desserte de l'Afrique, ces compagnies-là ont décidé de ne plus venir dans les mêmes destinations ensemble. Par exemple, vous allez remarquer, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas fait, que Swiss Airlines, par exemple, ne vient plus dans un certain nombre de pays en Afrique. Parce que ses partenaires viennent dans ces pays-là. En contrepartie, Swiss Air va aller vers d'autres destinations privilégiées dans lesquelles elle va pouvoir s'épanouir tranquillement.
Air France a les mêmes types de partenariats. Lufthansa a les mêmes types de partenariats. Vous allez vous rendre compte que quand deux de ces compagnies sont dans la même alliance, ils repartissent les vols. Venez chez nous voir. Air Ivoire et Air Sénégal se battent pour les mêmes destinations. Vous allez vous rendre compte que Air Rwanda se bat avec Air Congo et ainsi de suite, qui se battent avec Ethiopians, qui te battent avec Royal Air Maroc. C'est la zizanie totale. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas s'asseoir et travailler dans des alliances. Des tout petits qui ne valent pas grand-chose refusent de s'unir et ils veulent survivre dans un monde dans lequel ils sont face à des mastodontes. Comment expliquer qu'une compagnie comme Air France, qui a des centaines d'avions, qui dessert des centaines de destinations, trouve le moyen d'aller dans des alliances avec des compagnies indiennes, avec des compagnies en Amérique latine, et les Africains refusent de s'entendre entre eux pour créer des alliances rien que aériennes. Quelle est donc cette logique? Vous voyez? Et là, vous allez me dire quoi? Que ce sont les Européens qui viennent nous empêcher de réfléchir et de travailler en alliance? Non. Non, non, clairement non. Nous avons, malheureusement pour beaucoup d'entre nous, encore le culte de la personnalité du blanc, le culte du complexe du blanc. Oui, parce que les mêmes compagnies africaines qui refusent de travailler entre elles pour s'unir et bâtir des choses conséquentes, si c'était une alliance européenne-américaine qui venait les voir pour leur proposer de faire le même type d'alliance, ils accepteraient. Et pour te le démontrer, je vais te prendre le cas du sport. Il y a de cela quelques années, j'étais vraiment un féru de sport, notamment de football, et j'écoutais très attentivement ce sport-là. Dans le domaine du foot, on a une grande institution qui s'appelle la FIFA, qu'à peu près tout le monde connaît. La FIFA, c'est l'organisme qui gère le football mondial. Et en Afrique, on a son équivalent qui s'appelle la CAF. En Europe, on a l'UEFA qui organise la Champions League, par exemple. Et il se trouve qu'en Afrique, l'Afrique est quand même le continent qui possède le plus de voix, 54 voix dans la fédération. C'est-à-dire que c'est supposé être le continent qui pèse le plus. L'Europe a 53 voix, l'Asie a une quarantaine, l'Amérique latine a encore moins. On arrive à 216 voix, je crois, au total pour la FIFA. Ça veut dire que si quelqu'un veut être élu à la FIFA, il a besoin de l'Afrique. Personne ne peut être élu à la FIFA sans avoir le vote des Africains. Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, était l'ami des Africains. Après lui, aujourd'hui, Gianni Infantino a voulu, pour se maintenir à la FIFA, se lier d'amitié aux Africains. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que Gianni Infantino, comme son prédécesseur, Sepp Blatter, joue des pieds et des mains pour s'assurer les faveurs des Africains. À tel point que même le football africain lui-même se retrouve défavorisé. Je vous invite à suivre, pour ceux qui sont passionnés de foot et qui veulent bien comprendre ce qui se passe en ce moment et la mascarade organisée par Gianni Infantino pour pouvoir avoir une mainmise sur le football africain, de suivre les 4 vidéos qui ont été faites par l'excellent Alain Foka sur sa chaîne Alain Foka. Et vous allez voir, parce qu'il explique très clairement ce qui est mis en œuvre par Gianni Infantino pour avoir une mainmise sur le football africain. Et ce, malheureusement, avec le concours des Africains. Parce que comme il l'a bien dit dans une des vidéos, quand il a fallu diviser le continent africain par les Occidentaux en 1884 à Berlin, les Africains n'étaient pas à table. Aujourd'hui, quand on divise le continent africain, notamment dans le domaine du foot, c'est fait avec la bénédiction des Africains. Prenons un cas de figure très simple. Il y a une élection pour la FIFA qui a lieu dans quelques jours. Pour cette élection-là, il y avait 4 candidats à l'élection. Il y avait Augustin Senghor, le Sénégalais autant pour moi, Jacques Anouma, l'Ivoirien, Ahmed Yahya, le Mauritanien, et Patrice Motsepe, le Sud-Africain. C'était les 4 candidatures. Quelques jours avant l'élection, Gianni Infantino vient en Afrique et il fait un tour de plusieurs pays pour rencontrer plusieurs présidents. Ça rappelle effectivement le tour que le général de Gaulle avait fait à l'époque quand il voulait obtenir des Africains qu'ils signent oui pour le référendum. Chose que les Africains avaient signé massivement, excepté Sékou Touré et la Guinée qui avait refusé de signer. Je tiens à préciser qu'à l'époque, la Guinée c'était un peu comme la Côte d'Ivoire. C'était la superpuissance en Afrique francophone. Et en disant non, c'était un vrai revers. Et ce n'est que quand la Guinée a dit non d'ailleurs, que beaucoup de riches hommes d'affaires qui s'étaient implantés en Guinée, même des Français, des Grecs et autres, se sont déportés vers la Côte d'Ivoire et sont maintenant allés investir de ce côté-là. Mais Sékou Touré avait dit non. Et on sait tous que le général de Gaulle, l'ami des Africains, pour ne pas dire l'ennemi des Africains, a fait signer des contrats
horrible aux Africains qui jusqu'aujourd'hui continuent de creuser le fossé de la pauvreté en Afrique. Ça avait été fait par un ami. Donc quand quelqu'un vient nous dire aujourd'hui qu'il est un ami des Africains, on devrait s'en méfier comme jamais. Alors, de quoi est-ce que je parle ici? Je parle des gens qui, par leurs actes, démontrent bien qu'ils ont un agenda caché. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un nous dit qu'il a un ami, on a très vite fait de lui ouvrir les bras et de l'accueillir. Non. Les amis, ce sont ceux qui, par leurs actes, démontrent qu'ils veulent travailler avec nous dans des termes gagnant-gagnant. Mais malheureusement, nous avons cette attitude-là qui consiste à trop vite croire ce que les gens veulent nous dire et à très vite faire confiance. C'est l'un des gros problèmes que nous avons dans notre communauté. Mais pour en revenir à l'exemple du sport, et ça c'est vraiment ce qui est marquant, c'est que pour cette élection-là, deux personnes, l'Ivoirien Jacques Anouma et le Sénégalais Augustin Senghor, ont décidé de s'entendre pour faire une candidature commune. Parce que la FIFA, c'est une question de beaucoup de sous. Énormément d'argent sont brassés dans cette institution. Donc Jacques Anouma est allé au Sénégal pour rencontrer Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, sous la direction de Macky Sall qui a organisé cette rencontre-là. Et il se trouve qu'au terme de cette rencontre, il n'y a pas eu d'entente possible. Les deux ont refusé de s'accorder autour de la candidature d'un d'entre eux parce que pour s'entendre, il fallait que l'un d'entre eux soit président et que l'autre soit son second, son vice-président. Les deux ont refusé. Anouma a refusé d'être le second de Senghor, qui a lui refusé d'être le second d'Anouma. Face à cette impasse, Anouma est rentré en Côte d'Ivoire en attendant simplement l'élection. Quelques jours plus tard, ils sont conviés au Maroc pour venir pour une réunion soi-disant de réconciliation pour trouver un accord. Les voilà donc tous les deux qui embarquent à Rabat au Maroc. Jusque là-bas, ils sont très surpris parce qu'en fait, ce qui les attend, ce n'était pas du tout une réunion de réconciliation. Gianni Infantino a envoyé son bras droit aller leur dire quel était le deal avec lequel les choses allaient se passer. Au terme de cela, qu'est-ce qu'on découvre? Augustin Senghor, Jacques Anouma retirent tous les deux leur candidature à la présidence. Ahmed Yahya est sommé de le faire aussi pour qu'il n'y ait plus que Patrice Motsepe comme seul et unique candidat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'arrivé là-bas, il y a eu un deal qui aujourd'hui est connu de tout le monde. Donc l'élection du 12 mars, c'est juste une fausse élection, comme on a l'habitude de les faire en Afrique. On va à l'élection en sachant qui a déjà gagné. Patrice Motsepe sera président. Augustin Senghor sera son premier vice. Ahmed Yahya sera son second vice. Et Jacques Anouma, apparemment, qui est un peu le plus rebelle de tout cela, est complètement mis de côté. Qu'est-ce que ça nous démontre une fois de plus? Et c'est là que c'est très choquant. Jacques Anouma et Augustin Senghor n'ont pas pu s'entendre à deux. Deux Africains de l'Ouest, des frères. Ils n'ont pas pu s'entendre à deux. Il a fallu que le blanc, permettez l'expression, débarque pour que deux Africains frères finissent par céder à un accord. Quand ils étaient à deux, face à face, pour s'entendre sur ce qu'il fallait faire de leur candidature commune, divergence totale. Dès que le blanc est venu et qu'il leur a dit « toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça », les deux ont accepté maintenant. L'un, Senghor, Augustin Senghor, qui refusait d'être le second de Jacques Anouma, finalement accepte d'être le second de Patrice Motsepe parce que derrière, d'autres ordres ont été donnés et que ceux-là, manifestement, sont plus efficaces. Quand est-ce que nous allons cesser avec ça? Quand est-ce que les Africains vont cesser avec ce complexe d'infériorité face aux Blancs? Quand est-ce que nous allons comprendre que nous avons toute la légitimité à nous aussi être à la première place? L'Afrique a 54 fédérations. L'Afrique devrait diriger la FIFA. Le président de la FIFA devrait être un Africain et ça devrait être des Africains qui devraient s'enchaîner à la tête de cette organisation parce que nous avons le plus de voix. D'ailleurs, Gianni Infantino n'est pas aimé en Europe. Il n'a donc pas les voix européennes. On se rappelle bien de ce qu'il a fait à Michel Platini. Il n'est pas soutenu en Europe. Gianni Infantino n'est pas soutenu en Asie non plus. En Amérique latine, encore moins. Donc, pour se maintenir, il est indispensable pour lui qu'il ait toutes les voix africaines. Et si pour une fois, les Africains inversaient le jeu, inversaient les tendances, et on se retrouvait comme dans un de ces films dans lesquels, à la fin, on est face à une intrigue que l'on n'attendait pas du tout. Et si les Africains jouaient un sale tour à Gianni Infantino pour l'élection de la FIFA qui auront lieu elle-même bientôt. Dans tous les cas, il est sûr que, et il est certain qu'aujourd'hui nous avons de sérieux problèmes pour nous unir et que tant qu'on restera dans cet état de fait, on n'émergera pas.
C'est ma ferme conviction. On n'émergera pas dans ces conditions-là. Donc, si on veut que les choses changent, il faut absolument qu'on se unisse. Et ça, c'est valable dans le business, c'est valable partout ailleurs. Si on veut créer des champions qui vont rivaliser avec les plus grandes sociétés au monde, on a besoin, nous aussi, de créer de gros champions. Et des petites structures, PME comme on en a, ne peuvent pas rivaliser. Si les autres, qui sont déjà grands, s'unissent, créent des alliances pour être plus forts, les Africains doivent emboîter le pas. C'est le chemin de la survie. L'Union africaine doit être une priorité et les Africains doivent comprendre que c'est dans leur intérêt, à chaque fois que c'est possible, de s'unir pour être plus forts. C'était le message que je voulais passer dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Quels sont d'après vous les freins à l'unité des Africains et comment faire pour faire sauter tous ces verrous-là. À très bientôt.